Qui êtes-vous, François Hollande? Ça, on le sait, mais on va essayer de cerner un peu votre personnalité politique. Alors, on est allé voir quelqu'un, un grand sage, dans tous les sens du terme, Robert Badinter. On lui impute surtout le fait de ne pas avoir eu d'expérience ministérielle. J'ai un demi-sourire. Je rappelle que dans l'histoire de la République, le plus grand de ses prédécesseurs socialistes, indépendamment de Mitterrand, c'est Léon Blum. Et que Léon Blum est devenu président du Conseil, c'est-à-dire assumant toutes les responsabilités du gouvernement à une époque très difficile, sans jamais avoir été ministre. Ben, heureusement que Robert Badinter n'attend rien de vous, parce que sinon j'aurais des soupçons. Hein. Vous mettre en troisième position derrière François Mitterrand et Léon Blum. Oui, je remercie Robert Badinter. Je suis d'autant plus honoré que ça vient de Robert Badinter, Oui. qui Alors, lui-même n'avait jamais été ministre avant d'être garde des Sceaux. Et quel garde des Sceaux? Alors, je me souviens d'ailleurs d'une autre émission où je vous avais présenté comme ça un petit tableau qui incarne le socialisme. Alors, il y avait Marx, Engels, et puis j'avais mis aujourd'hui, point d'interrogation, il m'avait dit moi. Dans la lignée, comme ça? Ben, vous voyez, je ne m'étais pas tellement trompé pour l'instant. Nous verrons bien ensuite. Vous savez, il y a un moment où il faut avoir des références, mais il faut avoir aussi sa propre démarche, son authenticité. Moi, je n'ai pas besoin de copier, d'imiter, de répliquer. Bien sûr que je m'inspire des personnalités qui ont pu, à un moment, compter dans notre histoire, et pas forcément simplement à gauche. Mais ce que j'ai à faire, c'est de redresser mon pays dans un moment exceptionnel. C'est-à-dire qu'il n'a plus rien de comparable avec ce que j'ai pu connaître, y compris comme responsable politique en 81, 88 ou 97. Mais on a envie de savoir ce qui vous anime. Par exemple, quelqu'un qui est très proche de vous aujourd'hui, Manuel Valls, qui est dans votre équipe de campagne, a écrit quand on est gamin, qu'on a 20 ans, on se dit la gauche c'est le bien et la droite c'est le mal. Et puis après on en revient parce que c'est plus compliqué que ça. Comment vous qualifieriez la gauche et la droite? Je pense que la gauche, c'est l'idée d'égalité, c'est l'idée de justice. Alors, elle ne peut pas non plus être que cela. Elle doit être une idée de progrès. Ce que je veux pour la France, c'est qu'elle avance, c'est qu'elle poursuive sa marche, qui a été une marche de continuellement de progrès, d'avancée, de conquête, d'élévation. Donc voilà. Et en même temps, rien de ce que je déciderai sera injuste ou marquera une inégalité. Parce que je considère que c'est ce qui doit être finalement ma contribution à mon pays. Et la droite, qu'est-ce que ça représente pour vous? La droite, ça peut être, dans le meilleur des cas, une volonté, une fierté aussi de servir le pays. Moi, je ne mets pas en cause la droite pour ce qu'elle veut faire pour la France. Je pense qu'il y a heureusement à droite des hommes et des femmes qui considèrent qu'ils servent leur pays. Et c'est vrai. Enfin, Général de Gaulle était reconnu comme de droite, même si lui-même s'écartait de ça. Il a rendu quel service au pays? Mais éminent. en tant que Donc, telle, je ne vais pas dénier à la droite. C'est quelque chose qui est mal, la droite, Non, l'idéologie ce que je de droite? pense, c'est que la droite pense toujours que, en définitive, il y a une élite éclairée qui peut décider à la place. Eh bien, je ne le crois pas, moi. C'est ça qui vous a incité à aller à gauche? Ce qui m'a incité à aller à gauche, c'est le constat de l'inégalité, de l'injustice, du fait qu'il y en avait qui ne s'en sortaient jamais. Vous avez reçu une éducation chrétienne. Hein, vous étiez d'ailleurs dans une école privée catholique au départ. Et il vous en reste quelque chose? On reste toujours marqué par son éducation. Mais après, on s'en libère, on s'en affranchit. Mais, au plan des idées. Mais vous savez, moi je ne veux pas ici afficher ou donner mon engagement spirituel. Je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut croire ou ne pas croire. Non, mais dans l'action politique, est-ce que cette formation initiale... Je suis profondément laïque et je considère qu'il y a dans le catholicisme tel que je l'ai dans mon enfance rencontré, aussi ce souci de l'autre, ce respect de l'autre. Vous savez, il y a un mot qui devrait nous rassembler tous, qui est celui de dignité. C'est une grande valeur de la République, la dignité. Eh bien, elle doit à chaque fois inspirer notre conduite. Alors, dignité, justice, générosité. Alors, je vais vous faire entendre l'extrait très court d'une émission, c'était sur France 2, où certains en ont conclu, après coup, que vous étiez peut-être un peu sectaire.
Moi, je connais Vous l'expression. avez une vision de la France très particulière, monsieur Oui, Hollande. je n'aime pas les riches. Je n'aime pas les riches, j'en conviens. Vous vous intéressez... Je n'aime pas les riches, j'en conviens. Oui, c'était une formule qui remonte à plusieurs années et qui, en définitive, était un peu anticipatrice par rapport à ce qu'a été l'excès des rémunérations, l'indécence des bonus et des stock options. Mais j'ai regretté l'idée de la stigmatisation. Moi, je ne veux stigmatiser personne. Parce qu'il y a une richesse qui est fondée aussi, heureusement, sur le talent, sur le mérite, sur l'engagement, la création d'entreprises. Mais ce que je n'accepte pas, et je n'accepterai jamais, c'est la richesse insolente, c'est la richesse indécente, c'est la richesse qui n'est pas le fruit d'un travail, c'est la richesse, finalement, qui n'a été qu'un legs sans qu'il y ait le mérite personnel. Et puis, c'est ces rémunérations que certains s'accordent. J'évoquais au début de notre émission, quand même, qu'en 2010, en pleine crise, et dans parfaite indifférence du président sortant, qu'il y ait eu des patrons du CAC 40 qui n'ont pas augmenté les salaires de leurs salariés, et qui se soient augmentés de 36%, et qui gagnent 200 fois le SMIC. Mais comment on se dit, mais pourquoi avoir autant d'inégalités ? C'est plus l'attitude, le comportement Oui, que le riche en tant que tel. Mais le riche en tant que tel n'a pas à être dénoncé. C'est la manière avec laquelle il use de sa richesse ou il l'a obtenue. Alors, dans Devoir de vérité, Edoui Plenel vous interroge et vous dit, mais dans le fond, quel est le mot qui caractériserait le François Hollande dans son comportement politique ? Et vous répondez, mais alors là, ça jaillit, la synthèse, l'esprit de synthèse. Et c'est quand même ce que vos adversaires vous reprochent, c'est toujours d'aller chercher l'accommodement. Mais non, pas l'accommodement, pas l'arrangement. L'esprit d'unité, de rassemblement. Il va falloir faire, je l'ai dit, un effort de redressement considérable après l'élection présidentielle. Il va falloir faire preuve de justice. Nous allons avoir une grande espérance à lever pour la jeunesse. Nous n'avons pas suffisamment parlé de ce que je veux faire pour l'école de la République, de ce que je veux faire pour la jeunesse de France, de ces atouts considérables de ce contrat de génération que je veux passer. Eh bien, si je veux y parvenir, vous croyez que je vais y arriver seul ? De mon Olympe, là, parce que j'aurais été élu par les Français et que je pourrais décider de la foudre qui s'abattrait sur celui-ci ou du bonheur qui toucherait celui-là. Mais ce n'est pas ma conception du pouvoir. C'est là que je suis en profonde différence avec le candidat sortant. Parce que j'estime que, bien sûr, le président doit décider. Bien sûr qu'il doit orienter. Bien sûr qu'il doit donner la vision. Mais après, il doit emmener les autres, c'est-à-dire tous les pouvoirs, les élus locaux, les partenaires sociaux, les acteurs de la vie associative, les citoyens. On ne change pas un pays simplement du haut, on le mobilise aussi. C'est le rôle du président de la République. Il n'y a pas de grande nation qui n'avance avec cet esprit d'unité. Alors, on va retrouver Robert Badinter qui nous parle, sur nos questions, de vous et de Mitterrand. Il a eu l'occasion d'observer comment François Mitterrand concevait, exerçait la fonction de président de la République. Il a travaillé à l'Élysée, pas au sommet, mais il a travaillé à l'Élysée d'une façon constante. Il avait toute l'acuité intellectuelle et cette faculté critique et pleine d'humour qui le caractérise pour voir ce qu'il y avait d'excellent et de moins bon aussi dans l'art du gouvernement, selon François Mitterrand. Alors, qu'est-ce que vous garderiez de la méthode Mitterrand et qu'est-ce que vous rejeteriez de la méthode Mitterrand ? Moi, ce que j'ai gardé de François Mitterrand, c'est qu'il avait son cap et qu'il tenait bon. Vous savez, la vie politique est une suite d'épreuves, parfois de bonheur ou de victoire, parfois de défaites et de déconvenues. Et j'ai observé François Mitterrand qui a traversé un temps long de la vie politique. Il ne s'est jamais détourné de son objectif. Moi, ça fait maintenant plusieurs années que je me suis donné comme perspective de gagner l'élection présidentielle. Plusieurs années. Oui. Ça fait plusieurs années que je me prépare, depuis au moins 2007. La défaite de 2007 m'a conduit à me poser cette question. Avant, cette question pouvait exister, mais elle n'était pas présente comme je l'avais formulée après, c'est-à-dire en 2008, je me suis dit, voilà, maintenant, c'est le moment. Je ne me suis pas détourné et je me suis préparé. Et j'ai vu François Mitterrand faire ça. De la même façon, j'ai vu François Mitterrand préparer l'élection de 1981, qui est à bien des égards pleine
d'analogie avec ce que nous vivons aujourd'hui, besoin d'alternance. Il y avait des pressions, il y avait des divisions. Il a rassemblé, toujours rassemblé. Et puis ensuite, ce que je peux mettre plus à distance, mais je pouvais comprendre aussi ce qui était son attitude à l'époque. C'est un rapport qui doit être plus simple au sommet du pouvoir. Mais lui, il avait cette idée que, succédant après 23 ans de pouvoir à la droite, succédant donc à la droite, il voulait montrer qu'il ne cédait rien du protocole, du prestige, de la fonction, de la majesté présidentielle. Je pense que les temps ont changé et que j'ai dit un jour, et je ne regrette pas cette formule parce qu'elle a considérablement marqué nos concitoyens. Voilà, je suis un candidat normal. Bien sûr que la fonction est exceptionnelle. Bien sûr qu'elle obéit à des caractères et à des critères qui exigent de se dépasser soi-même. Mais voilà, il faut rester proche, il faut rester simple, il faut rester honnête, sincère. Et il faut aussi avoir cette hauteur de vue pour avoir toujours le souci d'être prêt à prendre la décision lorsque l'histoire devient tragique. Une question banale, vous dormirez chez vous ou à l'Élysée? Écoutez, je ne me suis pas posé cette question. Pour l'instant, je dors chez moi. Et en même temps, je pense qu'il y a des raisons de sécurité qui peuvent justifier. Mais si je peux dormir là où je suis, c'est mieux. Je ne demande rien. Je ne viens pas m'installer dans un palais. Je viens servir mon pays. Et je ne capterai pas le pouvoir. Je ne considère pas le pouvoir comme une propriété. Je ne m'accroche pas au pouvoir. Je n'ai jamais voulu aller dans les palais officiels simplement pour les occuper. Je veux transformer, changer la situation de mon pays. Dernière séquence de l'émission, si vous le voulez bien, l'after RMC.